Revenons au fond de la cavité, où nous rencontrons la plaque de base, sur laquelle repose la colonne de soutènement. Ici, le vérin hydraulique de 100 tonnes. La plaque d'acier supérieure et les sacs de sable qui répartissent l'effort de poussée sur le plafond préalablement nettoyé. 3 vérins de 100 tonnes ont été mis en place dans la cavité, assurant ainsi une consolidation parfaite de la pile. Et l'on a pu constater, dès la pose du premier vérin, un arrêt presque total des vibrations du pont. L'intérieur des pales planches est garni d'ancrages, soudés de façon à les rendre étroitement solidaires de la masse de béton qui sera coulée plus tard. Voici en gros comment le coffrage est disposé. Le cadre, en poutre d'acier que vous avez vu tout à l'heure, est mis en place devant et autour de la pile. Les pales planches sont descendues et accolées à ce cadre. Elles sont ensuite fixées par des tiges d'acier ancrées dans le fût même du pilier et le rideau complet se trouve réalisé de façon à former une couronne ininterrompue tout autour de la base du pilier. Des tuyaux d'injection furent alors descendus à l'intérieur de cette sorte de caisson et le tout fut rempli de béton sous-marin. De la théorie, passons à la pratique. L'organisation d'un tel chantier sur l'eau, au milieu d'une rivière rapide et encombrée de pitounes, n'est pas une mince affaire. Des pontons d'acier démontables et facilement transportables par camion ont permis de résoudre ce problème et de réaliser une passerelle flottante permanente qui évitait de grosses pertes de temps pour ramener à pied d'œuvre les pales planches et les matériaux. Avant de descendre contrôler la pose des pales planches, le plongeur s'assure que la dernière posée est bien verticale. La pale planche est alors enclenchée. Et descendue jusqu'au fond. Ceci se fait en présence des ingénieurs qui peuvent ainsi contrôler le déroulement des travaux et juger de leur efficacité. Elle est ensuite alignée. Et soudée par points pour éviter tout déplacement. Le ceinturage est terminé, les opérations de coulage du béton commencent. Les tuyaux et l'appareil d'injection sont mis en batterie. Et le béton est livré par camion de béton pré-mélangé. Additif spécialement conçu pour le coulage des bétons sous l'eau est ajouté immédiatement avant le coulage.
descendu par une trémie équipée d'une trompe d'éléphant jusque dans l'injecteur pneumatique placé sur la plateforme. Le tuyau d'injection est mis en place entre le coffrage et la pile. Et le coulage sous pression de près de 140 verges cubes de béton va permettre à ce pont de retrouver sa jeunesse et sa vitalité dans le temps. Un cas similaire dans son ensemble, mais très différent dans ses détails, s'est présenté pour le pont qui traverse la rivière Outaouais, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce pont d'importance majeure qui permet de sortir de l'île de Montréal pour se rendre à Ottawa ou à Toronto est un ouvrage d'art imposant. Il paraissait, lui aussi, être en parfaite santé, mais des dégradations remarquées sur la pile principale au cours de très basses eaux avaient incité les ingénieurs responsables à faire ici vérifier les fondations par IUC. Étant donné la violence du courant à cet endroit, qui précède de peu les rapides de la Chine, le transport du matériel devait se faire au moyen de petites verchères. À la pile numéro 11, un large ponton était amarré au-dessus d'un chenal de plus de 20 pieds de profondeur, et à l'endroit où le courant était le plus violent. On peut imaginer l'effet d'érosion que peuvent causer les énormes blocs de glace que charrie l'Outaouais dans ce rapide pendant tout l'hiver. Ce schéma va d'ailleurs vous montrer combien les problèmes que nous avons eu à résoudre étaient différents de ceux de Calumet. La base de cette pile a été construite en deux parties, une solide charpente de bois supportant un socle en béton, sur lequel vient se reposer le fût même de la pile. Ce socle immergé immédiatement sous le niveau moyen des eaux avait beaucoup souffert, alors que la charpente de bois était pratiquement intacte, ce qui semble bien prouver que les glaces étaient les grandes responsables de ces dommages. Une cavité de 15 pieds de profondeur, partant de l'avant-bec, menaçait ici aussi la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage. Sur les faces latérales, des cavités secondaires, mais qui atteignaient tout de même 3 à 4 pieds de profondeur. À l'arrière-bec, les remous causés par la pile avaient provoqué également des dommages assez importants. Il aurait été inutile et superflu de réparer l'ensemble de la pile, étant donné que la partie en bois était parfaitement saine. Nous avons donc arrêté notre coffrage de pales blanches sur la première poutre de charpente, et ceci tout autour du socle. Mais voyons un peu à quoi cela ressemble sous l'eau. Le plongeur caméraman, comme à Calumet, s'est placé à l'intérieur de la cavité pour nous montrer la lèvre supérieure de celle-ci et la surface du fleuve tourmentée par le courant. Ici les bulles d'air émanant du plongeur qui viennent se coller au plafond. Les premières pales blanches placées à l'avant-bec. Première pale blanche placée à l'avant-bec. Ici, plus encore qu'à Calumet, il aurait été pratiquement impossible de vous montrer ces images avant que ces pales blanches n'aient été mises en place pour protéger les plongeurs. Des écrous ont été préalablement soudés sur la face intérieure de ces pales blanches. Ils permettent d'y visser de longues tiges qui serviront d'ancrage dans le nouveau béton. Cette méthode a permis de placer les pales blanches plus près de la pile, de façon à pouvoir les faire reposer sur l'étroite margelle formée par la première poutre en bois. Voici d'ailleurs l'un de ces ancrages en position.
lac de l'Étance illustre un défaut typique du coulage des bétons sous l'eau, la ségrégation des composants du béton. Le sable plus lourd tombe au fond le premier et le ciment vient ensuite se déposer au-dessus. Le résultat est un matériau hétérogène de résistance très faible, la laitance. Ici également, le béton en général est très malade, on pourrait presque dire pourri. Vous remarquerez que le socle est lui aussi composé d'une charpente en bois qui a été noyée dans le béton. Un certain nombre de poutres sont maintenant apparentes à l'intérieur de la cavité et leur nombre vous donne une idée de la hauteur de celle-ci. Voici le fond de la cavité. Béton pourri partout. Le ceinturage de la pile fut effectué de la même façon qu'à Calumet. Remarquez les tiges d'ancrage supérieures scellées dans le fût de la pile. Les pieds des pales planches, eux, étaient enclenchés dans un fer en U, solidement fixé sur la première poutre de la charpente par des tire-fonds. Les pales planches étaient ainsi maintenues à la base, puis scellées par du mortier au fluol, placé à la main, à l'intérieur du fer en U, pour éviter toute fuite pendant le coulage. Les tuyaux d'injection furent mis en place et l'espace entre le socle et le coffrage rempli de béton au fluol. Vous voyez ici le fer en U fixé sur la première poutre, la base des pales planches, et le mortier de scellement et d'étanchéité. Ceci est encore une remarquable démonstration de la qualité inégalée des mortiers et bétons au fluol. Vous pouvez constater en effet que ce mortier coulé à l'extérieur du coffrage, dans un courant extrêmement rapide, n'est absolument pas délavé, à tel point que les empreintes des doigts du plongeur sont encore parfaitement visibles. L'étanchéité du coffrage étant ainsi assurée, nous avons procédé au pré-coulage d'un mortier particulièrement contrôlé, de façon à achever le scellement de la base des pales planches à l'intérieur du coffrage. Ce pré-coulage est effectué au moyen d'un injecteur de petite taille, le Lancy, que nous utilisons couramment pour effectuer les injections, coulages ou scellements délicats. Des visiteurs palmés, eux aussi, inspectent d'un œil curieux notre matériel et nos activités. Le mortier est soigneusement dosé et malaxé à la main, de façon à obtenir la consistance idéale. Le coffrage de pales planches installé autour du socle, le tout fut rempli de béton de la même façon qu'au pont de Calumet. Les camions de béton pré-mélangés sont chargés à l'usine.
seconde consolidée et la margelle terminée, cet ouvrage d'art est maintenant prêt à affronter l'assaut de l'hiver et de ses glaces. L'armure d'acier que constitue le coffrage de pale blanche est laissée en place pour assurer une protection supplémentaire contre l'érosion qui avait menacé ce lien de communication vital de notre système routier. Le pont de Sainte-Anne-de-Bellevue, lui aussi, a retrouvé sa force primitive grâce à la décision rapide du ministère des Travaux publics à Québec. Déjà, l'hiver apporte ses glaces sur la rivière et l'armature d'acier et de béton défie désormais leur force destructive. Pieds plus haut, la ronde infernale des véhicules lourds ou légers continue comme auparavant. À aucun moment des travaux, le trafic routier ne fut arrêté, même ralenti. Grâce à sa technique, IUC a redonné à ces ponts leur sécurité primitive. Sainte-Anne-de-Bellevue et Calumet sont encore des exemples de l'efficacité de la technique IUC appliquée dans les travaux les plus divers.